Bienvenue sur Ici Écho. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, s'est interrogé mercredi soir sur ce qui se passe sur le terrain après que des militaires à la retraite ont envahi certains axes routiers du centre-ville de Beyrouth et autour de la maison de ce dernier en brûlant des pneus. Cette mobilisation survient en protestation contre la session ministérielle surprise qui s'est tenue en début d'après-midi au Grand Sérail après le report de la séance initiale prévue mardi à 9 h du matin. En réaction, les forces de l'ordre présentes en masse sur le terrain ont notamment reçu l'ordre de lancer plus de 50 bombes lacrymogènes sur les anciens défenseurs de la patrie pour les éloigner. M. Mikati s'est demandé à quoi servait cette mobilisation. Selon lui, il semble que les groupes organisés qui se mobilisent sous le slogan « Revendication des droits des militaires à la retraite » aient décidé de se retourner contre l'État et l'institution du Conseil des ministres et de paralyser complètement le pays. Il estime que le gouvernement prendra des mesures et des décisions fondamentales concernant les droits des travailleurs du secteur public, les augmentations proposées pour les civils ainsi que pour les militaires actifs et retraités. Et ces mesures sont incluses dans le projet de budget 2025. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la visite à Beyrouth du vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, ainsi que sur la réunion du Quintet. De plus, nous discuterons du projet de loi du budget 2025 et de l'importance de la réhabilitation de l'aéroport de l'Aïrat René Maouad et d'autres aéroports au Liban. En présence du député des Kataeb, Salim Saïr, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Bien voilà, je commence directement avec les retraités de l'armée qui exigent du gouvernement qu'il inscrive à son ordre du jour le dossier d'une révision décente de leur salaire et pension de retraite. Donc vous êtes au courant bien de ce qui s'est passé hier à Beyrouth, près de la maison du Premier ministre sortant, Najib Mikati, etc. Est-ce que le gouvernement a des mauvaises intentions ? C'est-à-dire, vous savez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien, la voie de l'enfer, comme on dit, est pavée de bonnes intentions. Et on ne peut pas en politique commencer avec la mauvaise intention. Mais il y a sans doute de la mauvaise gestion, une mauvaise organisation des priorités gouvernementales et budgétaires. Nous l'avons vu dans le budget de l'année dernière, lequel budget est une catastrophe pour le pays. Donc nous attendons finalement quel va être ce projet de 2025 pour que nous puissions nous exprimer de façon beaucoup plus objective et scientifique. Mais pour revenir à la manifestation et aux acclamations, aux revendications des retraités de l'armée. Eh bien, bien sûr, eux, comme beaucoup d'autres retraités, sont pénalisés par cette mauvaise gouvernance. Donc vous soutenez les demandes? Nous soutenons leurs demandes, nous soutenons leurs actions et nous appelons à ce que, ensemble, toute la population libanaise qui se trouve anéantie dans ses droits par la mauvaise pratique gouvernementale se redresse aussi et dans un mouvement de solidarité pour dire ça suffit. Il faut que le budget, avant tout, vise à stabiliser les effectifs et les ressources du pays et non pas simplement à faire des budgets bidons, des écritures sur papier qui n'ont aucune réalité ou aucune possibilité de se transformer finalement en plan d'action. Selon M. Mikati, il semble que les groupes organisés qui se mobilisent sous le slogan « Revendication des droits des militaires à la retraite » aient décidé de se retourner contre l'État et l'institution du Conseil des ministres et de paralyser complètement le pays. Vous êtes d'accord? Non, parce que... c'est leur droit, donc. Donc, est-ce que la Constitution ne préserve-t-elle pas ce droit des... tous citoyens, tout groupe de citoyens, de se manifester et de revendiquer ses droits. Moi, je m'étonne du contraire. Comment le peuple libanais, maintenant, accepte toujours de se plier aux exigences d'un gouvernement qui manque de légitimité. Il faut un peu plus de modestie, il faut beaucoup plus de dialogue, il faudrait expliquer les choses et non pas agir comme ils étaient le représentant d'une quelconque légitimité inexistence ou peut-être encore d'une légitimité divine qu'on ignore jusque-là. Selon M. Mikati, il a justifié
la session ministérielle comme ordinaire, en estimant que cela faisait partie de ses devoirs constitutionnels, ou bien les devoirs constitutionnels du Premier ministre. L'ordre du jour a été distribué conformément aux règles, etc. Faut-il remettre en question le caractère légal et constitutionnel de ce genre de session ministérielle? Vous savez, il y a beaucoup de débats politiciens sur le sujet. Nous avons accepté de discuter du budget du gouvernement la fois dernière parce que nous avons considéré que quand bien même ce gouvernement soit un gouvernement de fait, parce qu'il n'a pas reçu l'approbation du gouvernement et donc ne jouit pas de vote de confiance du peuple libanais, quand bien même cela, il a fallu se plier aux exigences minimales d'une certaine expédition des affaires courantes, ne serait-ce que pour permettre aux institutions de l'État de continuer à fonctionner. Donc nous réprimons la gouvernance et la façon de gouverner, de présenter les choses. Vous avez su dès le départ que les retraités de l'armée sont insatisfaits. Au lieu de nouer le dialogue avec eux bien avant la préparation du budget, oui. Vous avez écarté d'un revers de la main toutes ces revendications et les revendications de beaucoup de secteurs. Et ainsi, vous vous étonnez à la dernière minute comment ces groupes agissent. Alors qu'ils n'ont pas fait cela dans le secret, c'était annoncé dans les médias et c'était clair. Oui, ça c'est clair. Donc moi je crains que aussi cela ne fasse, je ne crains pas, moi je crois que c'est légitime que ça fasse une boule de neige, parce qu'il y a beaucoup de revendications sectorielles aussi qui sont dans le tunnel, et je crois que ce gouvernement devrait comprendre que s'il peut en extremis faire voter de façon biaisée, comme on l'a vu la fois dernière, des projets de budget, eh bien, il ne peut pas rire sur le peuple libanais qui a décidé encore une fois de se dresser. Maintenant, la constitutionnalité de la séance gouvernementale, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'aller, avant d'acter quoi que ce soit, nouons le dialogue. Avec les jeunes. Nous avons le dialogue, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Nous allons parler du dialogue, même aussi du dialogue politique. Ah oui, c'est ça. Mais juste, il faut dire que le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a indiqué qu'il refusera de céder et que les séances se poursuivront conformément aux procédures et aux dates qu'il jugera opportunes pour parachever l'étude du projet de loi des finances générales pour l'année 2025. Après que le cabinet a écouté le rapport du ministre des Finances mercredi passé et que le Conseil a considéré ces séances comme ouvertes. Donc, M. Mikati refuse de céder. Écoutez, il ne faut pas voir de façon assez exsangue les prérogatives du Premier ministre et ne transformons pas ceci, s'il vous plaît, en question de prérogatives communautaires ou autres. C'est un Premier ministre d'un gouvernement sortant. Il est invité à beaucoup plus de modestie. Il est invité avant d'aller continuer, et c'est son plein droit de continuer à vouloir faire fonctionner l'appareil de l'État. Il n'a pas la légitimité pour passer outre les demandes très légitimes de toute une population. Il doit nouer le dialogue, il doit immédiatement ouvrir en parallèle des sessions gouvernementales des assises de dialogue sectoriel avec tous les secteurs qui sont finalement lésés par ce vol organisé par le gouvernement libanais et des dépôts et des biens et de l'avenir et du rêve de ce peuple libanais. Sinon, je crois que le ras-le-bol va renverser toute constitutionnalité et toute procédure et nous pourrions rentrer dans une situation, je dirais, de chaos révolutionnaire. En ce qui concerne le projet de loi du budget 2025, l'objectif, selon le ministre des Finances,
est de préserver un équilibre relatif entre les recettes et les dépenses pour que le déficit reste inférieur à 4,1%, soit environ entre 190 et 200 millions de dollars. Les grandes orientations de l'avant-projet du budget 2025 ne diffèrent pas de celles des budgets 2023 et 2024 concernant la répartition des recettes et des dépenses. En effet, 90% des dépenses sont des dépenses courantes, tandis que les dépenses d'investissement ne représentent que 10%. Du côté des recettes, 80% proviennent de la fiscalité et 20% des revenus non fiscaux. Vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil sur l'avant-projet Vous savez, du budget 2025 moi je Si crois, oui, quels sont vos commentaires? Non, ça ne va pas être oui, parce que même si on a une petite idée, je ne veux pas dire les choses avant d'avoir les arbitrages au sein du gouvernement, hein, parce qu'il y a des arbitrages qui se font à l'intérieur du gouvernement, avant d'avoir un projet en bonne et due forme. Oui. Mais s'ils vont faire quasiment une logique du copier-coller de budget précédent, eh bien cela ne présente vraiment pas beaucoup d'espoir. Comment accepter un budget sans réforme, sans au niveau du secteur public, sans réforme au niveau de la contrebande, de l'évasion fiscale, etc. Ce gouvernement n'a fait aucun effort de réforme, aucun effort. Aucune, comme je l'ai dit, des assises nationales. Pourquoi il n'y a pas, on jette la balle dans le camp du Parlement. Et tout le monde sait. Chaque fois, c'est la même chose. Hein. Mais chaque fois, c'est la même chose. Et surtout que ce Parlement est confisqué, on le sait comment. Eh bien, ce gouvernement ne peut pas légiférer pour des raisons que nous connaissons. Et donc, au moins, ce gouvernement, puisqu'on est maintenant dans la sauvegarde du pays, et donc on est vraiment dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles même le Conseil constitutionnel a approuvées. Si nous sommes dans un tel cas, dans une telle situation, il va sans dire que ce gouvernement devrait prendre des mesures exceptionnelles de dialogue avec toutes les forces politiques sur des sujets qui touchent véritablement à la survie de ce pays. Or, nous voyons qu'il y a une continuation du passé sans une révision même des méthodes qui ont contribué l'an dernier à ce cafouillage au niveau du vote budgétaire. Nous craignons que si on continue dans la même logique, nous aboutirons au même résultat. Vous allez assister à une séance parlementaire pour discuter et voter le budget 2025. À chaque fois, vous dites non, on n'assiste pas avant d'élire un nouveau président. Oui, l'année dernière... Ou bien vous allez considérer que le budget aussi comme une raison d'État à dire... L'année dernière, nous avons été à la discussion du budget. Cette année, il n'y a pas de raison que cela change. Très bien. Juste pour dire que ce qui est choquant dans ce budget 2025, c'est qu'il prévoit un déficit d'environ 200 millions de dollars, mais sollicite l'autorisation de financer ce déficit-là par l'émission de bons du Trésor. La grande inconnue reste de savoir qui achètera ces bons depuis le défaut de paiement sur les euro-obligations. Les banques locales ne sont plus manifestement intéressées, et la Banque centrale a cessé de financer le déficit de l'État depuis 2023. Donc la réponse est dans votre question, cher Maurice. Qui a confiance Qui a confiance encore Passons à un dossier, donc pour vous, est une nécessité. Donc l'aéroport de El Ayat, René Maouad. Est-ce que cet aéroport nécessite une législation spécifique? J'ai posé une question parlementaire à l'attention du Premier ministre et du ministre des Travaux publics et du Transport. Passé le délai la semaine dernière, j'attends toujours la réponse. S'il n'y a pas de réponse, et apparemment il n'y a pas eu de réponse, nous allons continuer la procédure parlementaire pour que le ministre réponde à une question précise. Quels sont les obstacles légaux qui empêchent l'ouverture de cet aéroport? Répondez-moi à cette question. Moi, je crois qu'il n'y a pas Pourquoi? Il n'y a pas d'obstacle légal. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait déjà pris la décision, autrefois, de prendre les mesures nécessaires. Donc, on est couvert. Et puis, déjà, il y a une décision de 1990 qui a ouvert cet aéroport. Et cette décision n'a pas changé. Et donc, à tout moment,
le ministre, par simple signature administrative de sa part, peut autoriser... Est-ce qu'il y a la décision politique? La décision politique, c'est autre chose. Certainement, assumera... vous êtes bien convaincu que ce retard est bien expliqué par des raisons politiques? Jusque-là, nous évitons de politiser cette question. Mais au fond, vous êtes convaincu qu'il n'y a pas la politique qui va, en fin de compte, décider si oui ou si non? Si tel est le cas qu'il le démente lui-même, nous considérons, nous traitons avec ce ministre de façon objective. Malgré son affiliation politique dépendant de Hezbollah, il ne le cache pas. Maintenant, qu'ils nous le disent. Quelles sont les alternatives à l'aéroport de... à l'aéroport, oui, de Beyrouth. Quelles sont les alternatives? On n'a pas. S'il y a un mur de son au-dessus de l'aéroport et quelques vitres seulement sont brisées, il n'y aura aucune compagnie aérienne qui oserait à ce moment-là venir atterrir à Beyrouth. Quelles sont les alternatives? Nous considérons que, selon les études qui sont à notre disposition... Et l'inspection technique sur le terrain de l'inspection technique sur le terrain dit que cet aéroport... Donc on parle ici de l'aéroport de René Maouad. De René Maouad peut fonctionner, de un. De deux, il y a le survol du territoire syrien. Si le vent tourne d'un côté différent, eh bien, cela est obtenu normalement de façon automatique. Ça ne demande même pas de négociation. N'oublions pas que ce sont les compagnies aériennes à qui revient de négocier cela. Ils disent bien que l'une des raisons, c'est l'absence d'une tour de contrôle. Non. Selon les études techniques que nous avons vues, et nous avons posé la question aux experts, il y a la tour de contrôle de Beyrouth. Si elle est mise hors service, il y a la tour de contrôle de Chypre, et puis il y a la tour de contrôle syrien. Donc, et puis il y a le tour de contrôle de Hamad qui fonctionne aussi. Ah oui. Hein. C'est un aéroport militaire. C'est un aéroport militaire qui fonctionne par le biais de l'armée libanaise en coopération avec l'armée américaine. Et donc, ce sont des tours de contrôle qui fonctionnent. Donc, on peut utiliser cette tour de contrôle. Bien sûr. Et le gouvernement syrien a un intérêt de voir fonctionner cet aéroport. Qui ne veut pas avoir un nouveau ou bien un second aéroport fonctionnel au Liban? En politique, c'est simple. Clair. Les accusations sont claires. Qu'ils les démentent, les accusations qui disent que c'est la même force de tutelle sur le Liban maintenant, la force du fait accompli, qui est le Hezbollah, qui a décidé de la guerre et de la paix, qui veut contrôler tous les accès au territoire libanais, y compris ports et aéroports, et donc qui ne regarde pas d'un bon œil l'ouverture d'un aéroport loin de ses moyens directs de contrôle. Nous, je dirais, nous avons porté le sujet sur une autre dimension, sur une autre base. Nous disons, de façon objective, dites-nous ce qui empêche. Techniquement, nous considérons qu'il n'y a pas de problème. Puis, politiquement, internationalement, c'est-à-dire, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous dites qu'il faudrait apporter des aménagements à l'aéroport et qu'il faudrait du financement, eh bien, qu'il ouvre. Il n'a, le ministre, qu'une seule chose à faire, c'est qu'il ouvre le processus de BOT ou bien de tout autre processus, qu'il dise combien il lui faut comme argent. Et je peux vous dire, avec les contacts que nous avons et avec les sociétés internationales prêtes à venir donner encore un autre poumon d'oxygène au Liban, seront prêts tous à survenir à ces besoins. Vous avez eu la chance de lire la proposition qui a été présentée par l'avocat Majd Harb? Oui, nous avons eu vent de cela bien avant qu'elle ne soit présentée. Et donc, vous dites quoi à propos? Non, nous considérons qu'il a demandé en substance que le gouvernement fasse les études nécessaires sur 3 aéroports, Riak, Hamad et Clayat, et qu'il y ait dépenses de 5 millions de dollars pour que ces études soient faites dans un délai de 3 mois. C'est une voie parlementaire que nous soutenons et nous avons signé cette proposition de loi. Mais pour vous, le processus pour pouvoir maintenant rendre fonctionnel l'aéroport de El Ahad est plutôt gouvernemental. Ah, c'est ça. C'est la voie la plus expresse, je crois, maintenant. La plus rapide. Oui, c'est qu'il faudrait que maintenant, parce que les études sont faites,
pour les autres, elles ne sont pas faites, et qu'il faudrait quelques millions de dollars pour qu'il y ait des aménagements, non pas pour 2 pistes ou 2 tours de contrôle, c'est plutôt des salles d'accueil et des choses logistiques à côté. Tout cela peut être fait dans la si on foulée. peut avec des contrats de BOT, donc le secteur privé est là à pouvoir aussi investir. Mais parlons politique un peu. Donc le vice-président de la Commission européenne, José Borrell, a rencontré cette semaine l'ancien dirigeant du PSP, Walid Jumblat, à Clemenceau. Des sources participantes à la réunion ont déclaré qu'un travail sérieux était actuellement fourni au niveau des pour parler avec le Hezbollah pour l'application de la résolution 1701. M. Borrell et M. Jumblat ont en effet discuté de la mise en œuvre complète de cette résolution et des efforts internationaux déployés à cet effet. Donc, avez-vous des informations concernant les résultats des réunions de M. Borrell et de la délégation européenne avec les responsables libanais? Nous avons pu rencontrer M. Borrell. Et en tant que député dont les blocs ne sont pas représentés au gouvernement. Et nous n'avons pas eu le sentiment qu'il y a des voies parallèles à la simple mise en œuvre de la résolution 1701. Donc il s'agit de façon claire et explicite de mettre en œuvre la résolution 1701 parce qu'elle contient et des mesures de sécurité et un processus politique. Tout y est. Et donc, nous avons compris aussi lors de nos discussions avec M. Borrell qu'il ne s'agit pas de trouver des aménagements à la résolution 1701. Bien au contraire, qu'il faudrait l'appliquer telle qu'elle. L'appliquer telle qu'elle, immédiatement, et dans sa totalité. Donc vous êtes contre les arguments qui ont été présentés en ce qui concerne la remise en question de cette résolution et non après la guerre qui a commencé donc octobre 2023. Cette résolution n'est plus applicable. Il faut aujourd'hui mettre en place une nouvelle résolution. Je crois que cette résolution est plus que jamais applicable et il y a un besoin pour toutes les parties au conflit, notamment le Hezbollah et Israël. Parce que c'est le seul moyen de faire descendre tout le monde de l'arbre. Hein. Ils ont besoin d'un parapluie, ils ont besoin d'une corde ou de je ne sais quoi pour descendre de cet arbre. Cette résolution 1701 préserve la souveraineté du Liban. Elle permet un déploiement réel de l'armée libanaise. Elle permet l'application de la résolution 1680 sur la sécurisation des frontières est et nord du pays. Elle permet aussi de voir un processus de la mise en œuvre de la résolution visant au désarmement de toutes les milices, y compris le désarmement de Hezbollah. Donc c'est de la fameuse résolution 1559. Est-ce que les Libanais doivent... Ah oui, permettez-moi. Vous voulez dire ajouter encore? Non, je peux... Non, juste pour passer à la quarantaine. Est-ce que les Libanais doivent s'attendre à des changements majeurs au niveau du dossier de la présidentielle précisément parce qu'on s'attend demain samedi à une nouvelle réunion de la quarantaine. Donc dire ici, c'est les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France, Qatar, l'Égypte. Il faut s'attendre à quelque chose de positif. C'est-à-dire, la réunion du Quintet n'allait pas se tenir s'il n'y avait pas une certaine pression qui est en train de s'exercer par le biais de la France, de l'Arabie Saoudite, avec l'instigation américaine, sans doute. C'est que l'élection du président est une condition sine qua non pour la bonne application, non seulement des réformes, mais l'application de la résolution 1701. Et puis ensuite, il faudrait que le Liban, s'il va finalement continuer à négocier les points de litige avec Israël, il faudrait qu'il y ait un président, un gouvernement dûment constitué, avec une légitimité sans tâche, pour que finalement tout cela se mette en œuvre. La crainte est de voir Israël bouleverser la donne complètement. C'est ce qu'il déclare d'ailleurs par la bouche de ses ministres et de son Premier ministre, qu'il vise à changer la donne
au sud Liban complètement. Que cela veut dire? Cela pourrait être changement des frontières, cela pourrait dire occupation de territoire. C'est clair. Donc pour cette raison, je crois qu'il y a une course entre la solution militaire et la solution politique. Il y a une certaine corrélation entre l'application de la 701 et le déblocage de la présidentielle au Liban. Vous trouvez une corrélation entre ça? C'est-à-dire, il faudrait, vous savez, en diplomatie, ils prennent les pièces l'une indépendamment de l'autre et ils essayent de décomposer pour essayer de recomposer. Si on met tout dans le même panier, on risque d'être devant une impossibilité, comme la quadrature du cercle. Non, là il faudrait prendre la 17701, il y a comme une conviction généralisée maintenant, du côté libanais, avec toutes les composantes, qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers la 17701, qu'il s'agit d'une bonne résolution, nonobstant les surenchères médiatiques des uns et des autres. Maintenant, la question de la présidence, il s'agit du nom. Tout le monde s'accorde à dire maintenant, dans la communauté internationale, qu'il faudrait aller vers un troisième choix, c'est-à-dire mettre de côté Jihad Azour et de mettre de côté Salam El-Faranji et d'aller vers un troisième nom. Qui pourrait être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun a, si vous voulez, ses désirs, mais dans la réalité, il faut voir ce qui va se passer. Et donc, après, il y a la question du dialogue. C'est ça. Oui. C'est ça. Je voulais poser cette question. Donc, vous êtes convaincu que la concertation et le dialogue, pardon, le dialogue ici, est la base de tout processus politique? Vous êtes convaincu? Non, le dialogue, ça fait partie de la vie politique, de manière générale. Donc pourquoi vous refusez le dialogue? Personne ne refuse le dialogue, parce que si vous acceptez aujourd'hui le dialogue, donc voilà, ça sera la clé pour le déblocage de la présidentielle. Nous avons, nous autres, demandé de faire une concertation, tout le moins, entre les blocs politiques. Et nous avons présenté une feuille de route à tous les blocs politiques, sauf le bloc ou les deux blocs qui sont inféodés à M. Nabih Berri, qui est le chef du Parlement, qui a refusé de recevoir la délégation de l'opposition. Celui qui refuse déjà de recevoir pour discuter d'un papier de consultation. Quel était l'argument? Aucun argument, une fin de non-recevoir. Comment celui-là peut maintenant dire, comme si rien n'était, on revient au dialogue, alors qu'il n'a montré aucune volonté de nouer le dialogue. Tout cela, vraiment, est pour jeter la poussière aux yeux. Mais pour vous, c'est la modalité qui est contre, la modalité de ce dialogue qui est contre la Constitution? Vous savez... c'est juste la forme? Non, il faut mettre cela dans le contexte. Il y a une volonté manifeste, maintenant, de la part du binôme Amal-Hezbollah, et avec tous ceux qui marchent dans leur giron, de faire mainmise sur le pays. M. Berri a 65 voix, ça se fait avec passage en force presque constitutionnel, n'est-ce pas? On applique la Constitution sans dialogue. On élit, on fait tout ce qu'on peut faire. Quand on a les voix de son côté, on applique les constitutions. Quand on n'a pas les voix de son côté, on sort de la Constitution pour essayer de la contourner en optant pour le dialogue. Donc ici la Constitution n'est plus le référent, elle est l'une des références, l'un des outils qu'on utilise pour arriver à son objectif. Pour cette raison, nous avons dit soit qu'il y a une même règle, un même critère qui est la Constitution, soit à ce moment-là, il y a la règle de 2 poids et 2 mesures. On prend une fois la Constitution, la règle de droit, et une autre fois, on voit comment on peut magouiller ça à la libanaise. Alors, c'est ce que nous sommes en train de refuser. Qu'est-ce qui a changé après le 7 octobre 2023? Ce qui a changé, c'est que nous avons vu une accélération du changement de... en faveur de qui? Du changement des gènes du Liban, de l'identité libanaise elle-même. Une accélération, c'était un processus long, lent,
et camouflé maintenant avec beaucoup de vigueur. Les gens qui ont beaucoup, c'est-à-dire le Hezbollah qui a beaucoup de poids maintenant et qui est confiant de ses armes et de sa puissance, accélère le processus de mainmise sur le pays, n'accepte aucun dialogue finalement, n'accepte aucun compromis, n'accepte rien. Et nous avons vu finalement claquer la porte en face de tout le monde, ne prendre aucune considération de ses partenaires dans le pays. Il y en a certains partenaires de compromission silencieux, des comploteurs silencieux, et il y en a d'autres qui finalement ne veulent pas. Il me reste 20 secondes. Refusent. Est-ce qu'il faut remettre en question la Constitution, la structure, le système? 30 secondes. Les agissements de Hezbollah sont en train de balayer le Liban que nous avons connu. Eh bien, nous autres, nous avons les fondamentaux auxquels nous nous attachons. Nous sommes dans ce pays, nous sommes ancrés dans ce pays. Nous avons existé avant l'État-nation où nous le resterons, quelle que soit la forme politique de ce pays. Non. Ça, si vous voulez, la chose qui est une constante. Toutes les autres choses, ce sont des variables. Elles viendront et elles partiront comme elles sont venues. Très bien. Donc, voilà, je vous remercie. Monsieur Salim Saïr, vous êtes député des Kataeb. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice, merci beaucoup. Bien voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.